Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée d'Archilive, un événement que nous organisons pour la première fois, que notre agence Thema Design organise pour la première fois. C'est un salon 100% digital dédié à l'architecture. Aujourd'hui, donc, cette première conférence sera consacrée à l'hôtellerie révélatrice des nouveaux modes de vie. Je suis avec à ma gauche, Jean-Philippe Nuel, architecte d'intérieur et qui a contribué à l'aménagement de nombreux projets hôteliers. Il nous en parlera tout à l'heure. Catherine Sabat. Catherine est déléguée générale de l'IDEAL, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. Elle nous dira un petit peu tout à l'heure ce que c'est. Et enfin, Olivier Namias, qui est journaliste. Catherine et Olivier, en fait, ont été co-commissaires de l'exposition Hôtel Métropole qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal au début de cette année. Voilà. Donc, pour commencer, on va parler d'hôtellerie. En fait, l'hôtel, derrière cette enseigne qui est vraiment banal, c'est un objet complexe, surprenant. Il vit 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et il a préfiguré dans ses évolutions successives l'habitat de demain. L'hôtel a déjà traversé des crises graves, 2 guerres mondiales, des crises économiques, la guerre du Golfe. Mais la pandémie qui frappe le monde aujourd'hui est complètement inédite dans son histoire et dans la nôtre d'ailleurs. Elle le frappe en son cœur, elle remet en question la mobilité et elle questionne son modèle aussi. Donc, avant de passer la parole, je reviens un petit peu sur l'exposition Hôtel Métropole, qui a justement révélé les contributions et la richesse de l'évolution de l'hôtel à l'habitat. C'est dans ces hôtels qu'on a expérimenté des éléments de confort et d'hygiène qui ont été étendus au logement. L'hôtel moderne, c'est 2 siècles d'innovation, tous azimuts, d'abord sur l'équipement, puis dans les usages, le développement des parties communes, le lien avec la ville. Aujourd'hui, où nous sommes dans cette crise sanitaire difficile, on va essayer de parler de quelle méthode, quelle stratégie d'innovation l'hôtel essaie de développer pour surmonter cette crise et comment elle pourrait guider d'autres programmes comme les logements, eux aussi, à dépasser la crise. Bien, Olivier, je vais te passer la parole. Il va parler un petit peu du rôle des hôtels dans la ville. Catherine va parler des usages de l'hôtel avant la crise. Et enfin, Jean-Philippe Nuel va nous parler donc un petit peu sa manière d'imaginer l'hôtel de demain. Olivier, c'est à toi. Donc, merci Nicole, bonjour à tous. Donc avant de parler de l'hôtel d'après, qui est le sujet qui va vraiment nous intéresser, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'hôtel d'avant la pandémie. Donc par rapport à partir des enseignements qu'on a pu tirer de l'exposition qu'on a faite au pavillon de l'Arsenal avec Catherine. Donc pourquoi s'être intéressé à l'hôtel et avoir décidé d'y consacrer une exposition ? Le premier constat qu'on a fait, c'est qu'on a voulu se pencher sur un objet qui a été peu regardé par les architectes notamment, malgré l'importance des services qu'il rend en termes d'hébergement, et malgré aussi une histoire de plus de 200 ans, puisqu'on estime que l'hôtellerie moderne est née à la fin du 19e siècle, et que l'hôtel moderne parisien, le premier qu'on peut compter à presque 200 ans, parce qu'il a été inauguré en 1818, c'était le premier Meurice. S'intéresser à l'hôtel, c'était aussi s'intéresser au tourisme, puisque c'est un peu l'hôtel qui fait le touriste. Dès que l'on séjourne dans une ville, on devient un touriste. Autrement, si on ne fait qu'y aller dans la journée pour rentrer chez soi le soir, on est un excursionniste. Donc, 2 siècles d'existence de tourisme avec l'évolution d'une activité, au départ une activité d'élite au début du 19e siècle, qui évolue vers une activité de masse très critiquée. Peut-être avec une certaine schizophrénie, parce que tout le monde, malgré tout, est touriste et énormément de gens aspirent à le devenir et à voyager. Quand on ne voyage pas, c'est rarement un choix, mais c'est plutôt lié à des contraintes financières, économiques notamment.
Donc un tourisme de masse, hein, aujourd'hui à Paris, pour vous donner quelques chiffres. Donc Paris qui est une des capitales hôtelières mondiales, hein, ce que les gens ne savaient peu, qui est la première ville hôtelière de France de loin devant toutes les autres, la seconde ville hôtelière étant Lourdes. Donc à Paris en 2018, on avait compté 24 millions d'arrivées hôtelières, donc 24 millions de personnes qui sont arrivées dans les 2000 hôtels parisiens et grands parisiens, et 54 millions de nuitées. Donc l'hôtellerie aime aussi à se définir comme une industrie. Quand on voit le nombre de nuitées qu'elle fabrique, on peut qu'être d'accord avec cette définition. Donc voilà. Et juste au moment où on faisait l'exposition, donc on avait un tourisme donc assez fort à Paris et dans le monde, avec des projections de croissance par l'Organisation mondiale du tourisme, qui projetait d'avoir 2030, à l'horizon 2030, 1,5 milliard de tourisme. Donc, moi, j'avais un conseil à l'époque de l'exposition, c'était d'investir dans l'hôtellerie, parce qu'on voyait que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une activité qui était en croissance constante. Alors, on pouvait certes découvrir, voir des signes un peu de ralentissement de cette croissance à travers des questions environnementales. On avait le flyscam, donc la honte de prendre l'avion, qu'elle allait limiter les échanges et ralentir un peu les déplacements. Il y avait aussi à l'époque où on présente exposition, une des crises sociales qui impactait la vie, l'activité hôtelière. Il y avait notamment, il y a eu pas mal de grèves, il y a eu les épisodes des Gilets jaunes, mais ça, c'était des crises que l'hôtellerie a toujours été contrainte d'affronter à travers son existence. On constate avant, c'était la guerre du Golfe, les crises économiques, et on constate que ça a toujours été des facteurs qui ont ralenti un peu l'activité hôtelière, mais qui ne l'ont jamais stoppée. Donc voilà, on était à milieu d'imaginer, quand l'exposition a fermé ses portes, que tous les hôtels, peu de temps après, donc on fermait en mi-janvier, et on était à milieu d'imaginer que début mars, en fait, tous les hôtels seraient fermés, que leurs portes seraient murées par des panneaux en bois. Donc voilà, ça nous replaçait dans des conditions que, comme Nicole le rappelait, qu'on avait connues pendant les deux guerres mondiales, où là les hôtels avaient été vides, il n'y avait plus de tourisme évidemment, et ils avaient connu d'autres usages, ils avaient été réutilisés pour des hôpitaux ou des logements malheureusement pour l'armée allemande, etc. Mais il faut dire qu'à l'époque il y avait moins d'hôtels, donc on s'est retrouvé avec un tas d'hôtels totalement fermés, et je veux dire c'était assez triste. Donc certaines personnes sans doute puisqu'on associe souvent le tourisme de masse aussi à la consommation de masse et à des pratiques non écologiques de la planète, seront peut-être contentes et diront bah, tant pis pour les hôtels, si ça s'effondre, c'est pas grave. Mais il fallait quand même rappeler que les hôteliers n'étaient pas non plus sourds aux problématiques environnementales, puisque ne serait-ce que pour garder leur clientèle, ils ont toujours été contraints d'innover. Donc, ils étaient, notamment les dernières innovations portaient sur la question des séjours, du tourisme plus environnemental, essayer de trouver du tourisme de proximité. Et nous, dans l'exposition, on avait essayé de réfléchir à travers des installations à des façons aussi de rendre la chambre plus environnementale compatible, avec une installation qui était un couloir bas carbone, des chambres avec des matériaux biosourcés que Lina Gottmet vous a présenté hier. Donc voilà, il y avait tout un tas de réflexions sur ces thématiques. Pour rendre un peu justice aussi à l'hôtel, on peut rappeler que c'est aussi un objet qui a suscité beaucoup d'imaginaire, que ce soit dans la littérature, au cinéma. On retrouve l'hôtel, c'est presque un personnage à part entière. Et dans notre exposition, là, la question que s'était posée, on s'était demandé qu'est-ce qu'était l'hôtel et surtout qu'est-ce qu'il pouvait apporter à la ville. Et nous avons vu que loin d'être considéré seulement comme une nuisance, l'hôtel était aussi un lieu d'intensité urbaine.
même s'il ne peut pas créer à lui seul l'animation d'un quartier, il peut y contribuer. Et Catherine nous montrera comment il participe aussi à la vie locale, tout en hébergeant une population globale. Donc l'innovation, comme disait Nicole, lorsqu'on se penche sur l'histoire de l'hôtel, on peut mesurer aussi sa contribution à l'évolution du logement et des problématiques de confort et d'hygiène qui nous intéressent aussi aujourd'hui. L'hôtel moderne se construit sur un message de sécurité et donc d'hygiène. Il faut rappeler qu'avant l'hôtel moderne, on pouvait être hébergé dans des lieux où on partageait des chambres avec des inconnus, les draps n'étaient pas changés. Si on avait de la chance, l'aubergiste vous disait que vous tombiez bien parce que les draps avaient été utilisés avant par des personnes très bien. Donc il y avait tout un tas de choses que l'hôtel a été en rupture et a apporté des innovations progressivement avec, on peut citer la salle de bain attenante à la chambre, l'éclairage électrique, l'ascenseur, le téléphone, plus récemment la télévision et l'Internet dans les chambres sont apparus. Ce qui fait que à la fin, l'hôtel a tellement innové aussi et en fait, plutôt l'habitat rejoignait vraiment l'offre d'équipement de l'habitat rejoignait celle de l'hôtel. Donc il perdait peut-être un peu de son potentiel innovant, au moins dans le matériel. Et ça s'était déplacé plutôt dans les usages. Mais on peut citer quand même dans les contributions de l'hôtel la diffusion de la toiture terrasse, qui est un grand rêve de l'architecture moderne. C'est aujourd'hui les rooftops qu'on retrouve dans beaucoup d'hôtels parisiens. Des thématiques de sécurité qui sont importantes. Au départ, la sécurité incendie, par exemple, qui montre que les hôtels, une des promesses de l'hôtel, c'est aussi qu'on voyage en toute sécurité. Donc on peut se demander aujourd'hui, est-ce que l'hôtel a conservé cette capacité d'adaptation ? Est-ce qu'il va pouvoir survivre et tracer la voie pour des habitats plus sûrs ? Donc c'est un peu la question aujourd'hui qui attend l'hôtel. C'est un défi qui est assez énorme. Et c'est d'autant plus intéressant de regarder l'hôtel qu'il concentre plusieurs points qui posent des problèmes aujourd'hui dans l'habitat, même dans les équipements, puisque en fait l'hôtel, il y a la chambre, qui est un point de passage. Il y a le brassage des populations, mais il y a aussi très souvent un restaurant, un bar, éventuellement des salles de sport, des salles de réunion. C'est aussi un lieu de travail pour le personnel et c'est aussi un lieu de travail pour des usagers. Donc, comment l'hôtel va arriver à régler tous ces points en sécurité. Moi, il y a 9 mois, vous me demandiez en janvier qu'est-ce qu'un hôtel, j'étais capable de vous le dire. Aujourd'hui, j'en suis plus du tout capable, donc peut-être que Jean-Philippe Nuel et Catherine pourront nous éclairer sur ce point. Voilà. Merci Olivier. Donc, avant de passer la parole à Catherine, je voudrais dire que si vous avez des questions, vous avez un chat sur le côté de votre écran qui vous permet de poser des questions. Les questions seront notées et nos intervenants répondront à la fin des interventions. Donc voilà, Catherine, c'est à vous. Vous allez nous parler des usages de l'hôtel avant la crise. Mais d'abord, c'est quoi l'idéal, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement ? Alors l'idéal, c'est un think tank qui a été créé il y a un an maintenant, un tout petit peu moins d'un an, et qui a vocation, avec des partenaires tous plus ou moins liés au logement, privés et publics, à être un lieu de dialogue et de réflexion sur toutes les questions de l'habitat et de faire travailler tout le monde dans le même sens. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets, mais pas toujours dans le même sens. Et là, l'idée, c'est de travailler pour l'intérêt général et d'essayer de faire évoluer les politiques publiques du logement et les façons de concevoir l'habitat et le logement. Vous êtes bien placé pour nous parler effectivement du lien entre les usages hôteliers et les usages dans le logement. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, effectivement, anticiper aujourd'hui, c'est compliqué. Olivier, tu disais à l'époque, quand on faisait l'exposition, et ça semble remonter à très loin, effectivement. L'anticipation des hôteliers, elle avait déjà commencé, c'est-à-dire que les usages qui étaient développés dans les différents hôtels et dans les hôtels récents, en tout cas, c'était des usages qui avaient vocation de s'ouvrir sur la ville après une grande période de
standardisation et un peu de fermeture de l'hôtel comme un lieu un peu clos sur lui-même. Des usages qui existaient déjà au début du XXe siècle dans les grands hôtels et qui avaient un peu disparu parce que justement les hôtels avaient entre autres rétréci et les petits programmes ne permettaient pas de faire tout ce qu'on y faisait avant. Un hôtel, normalement, on y dort, on prend un petit déjeuner, on se lave, enfin dans le sens qu'on veut, puis après on s'en va et on va faire autre chose. Éventuellement, on y revient le soir. En fait, l'évolution récente, ça a été que ces lieux se sont transformés pour des raisons à la fois urbaines, économiques et sociétales. Alors, ils se sont transformés pour des raisons économiques parce qu'il y avait des lieux, justement parce que les clients, les résidents, ne faisaient qu'y passer la nuit, qui disposaient de grands espaces ou de petits espaces, en tout cas d'espaces qui étaient vides les 3/4 du temps. Ces espaces très bien placés, généralement dans les centres-villes, souvent dans des immeubles intéressants, avec des cours, des jardins, parfois, en tout cas des grands halls, les hôteliers se sont dit qu'il était peut-être possible de les utiliser. Et on imaginait un autre modèle économique qui était que, au lieu de simplement faire leur chiffre d'affaires sur la location de chambres, se sont dit que peut-être il était possible de le faire autrement. Et par exemple, l'hôtel Amour dans les années 2000, avant les années 2010, et puis ensuite le Mama Shelter, ont développé cette utilisation de l'hôtel qui était un restaurant, un bar, des activités qui donnent envie de sortir de sa chambre et de rester à l'hôtel parce qu'on y est bien et qui permettent de faire fonctionner l'hôtel économiquement. Ensuite, il y avait une raison urbaine. C'était l'idée d'ouvrir l'hôtel sur la ville. Et plutôt que d'en faire des lieux clos sur eux-mêmes, de les faire participer à une vie de quartier. Alors, c'est un peu parfois du marketing et parfois c'est vrai. En tout cas, c'est un excellent argument pour aller convaincre des maires, quand on est un investisseur ou un hôtelier, d'installer dans sa commune un hôtel et de lui démontrer, ou de lui promettre en tout cas, que ça va devenir un lieu de centralité urbaine qui va servir aux habitants. Donc éventuellement le restaurant peut devenir un lieu d'attractivité très locale. Enfin c'est un lieu global pour une population locale. Enfin je ne sais plus dans quel sens il faut le dire maintenant. Mais par exemple le Mob Hotel à Saint-Ouen a beaucoup joué sur cette idée-là et développe par exemple des concerts auxquels tout le quartier est invité gratuitement. Sur son toit, il y a des bacs à légumes qui sont cultivés par les voisins et non pas par les résidents de l'hôtel. Et donc l'idée, c'est de faire venir la population autour. Et Accor, l'enseigne Accor, a même développé ce qu'ils ont appelé Accor local, c'est-à-dire une sorte de conciergerie de quartier qui se tient à l'hôtel. Alors, cette idée-là, ça correspond aussi à une promesse. C'est la promesse d'ouvrir des lieux pour les habitants de la ville dans laquelle l'hôtel est installé. Et puis aussi de promettre à tous ceux qui viennent, les touristes dont tu parlais tout à l'heure, qui deviennent finalement partie intégrante de la population locale. Donc, on leur dit... Contrairement à la promesse de Airbnb qui fait de vous un vrai Parisien ou un vrai Londonien ou un vrai Berlinois, mais tout seul dans un appartement, et ben là, vous êtes intégré dans un lieu qui vit, qui vibre, etc., avec des gens qui viennent du quartier, qui viennent de la ville et qui sont des lieux qui sont beaucoup plus propices à la rencontre. La rencontre, justement. Alors, cette évolution de l'hôtel, elle était faite pour ça, c'est-à-dire pour développer des lieux collectifs de rencontres qui, aujourd'hui, sont totalement remis en cause par les obligations de distanciation sociale que la pandémie nous impose. Et aujourd'hui, ça devient très compliqué de vendre cette idée-là. Et donc, probablement que l'hôtel, je crois que, enfin, on pourra en parler plus tard, mais probablement que l'évolution de l'hôtel qui poussait les gens à sortir de leur chambre va peut-être les renvoyer dans leur chambre. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui va peut-être évoluer et qui pourrait aussi faire évoluer les espaces parce que y a certains groupes ou certains architectes qui avaient déjà pensé à imaginer des chambres, des espaces modulables qui pouvaient devenir des bureaux, qui pouvaient servir d'autres usages que juste d'y dormir. L'autre évolution intéressante, c'est que tous ces usages
ont été aussi permis par une technologie assez facilement accessible et agile qui permettait de finalement modifier les espaces dans leur utilisation. Donc, par exemple, la location à l'heure, évidemment, alors pas forcément des chambres, quoique ça existe, mais aussi des espaces qui peuvent être la piscine, le spa, le rooftop, la possibilité de faire des cours des cours, je veux dire, par exemple, des cours de yoga, de cuisine, d'œnologie dans les espaces hôteliers. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un site, une possibilité de communication sur ce qui se passe dans l'hôtel. Donc il y a à la fois des outils technologiques de gestion qui sont très, très facilement accessibles et qui ont été faits leur par les hôteliers, et des outils de communication très fortement développés. Et c'est ce qui a permis, avec aussi l'agilité des architectes, qui ont quand même beaucoup œuvré à ça, à réinvestir des tas d'espaces comme les toits. Enfin, je ne sais pas si vous voyez les diapos qui passent, mais les toits, les sous-sols, les cours, les halls d'entrée qui sont venus des espaces de coworking extrêmement prisés. Par exemple, Citizen M, qui est une marque hollandaise d'hôtels, avait développé un coworking gratuit, enfin tout simplement en mettant un Wi-Fi gratuit dans des espaces confortables et accueillants. Et ils ont eu tellement de monde qui venait juste travailler dans l'hôtel. Alors évidemment, ils consommaient, et c'était ça aussi l'objet de les faire venir, que c'est devenu ingérable et qu'ils ont fait payer leur Wi-Fi, ce qui n'a pas empêché les gens de continuer à venir. Preuve qu'il y avait bien là un espace utilisé d'une manière nouvelle qui était très attractif, parce qu'il était bien situé dans la ville, parce qu'il était confortable, parce qu'on pouvait y prendre un café, parce qu'on pouvait y rester toute la journée, etc. etc. Donc, autre évolution intéressante aussi d'un point de vue urbain, si par exemple on compte le nombre de piscines d'hôtels à Paris et en région parisienne, on trouve un nombre plus élevé, et assez plus élevé quand même, que les équipements publics municipaux ou régionaux. Donc ça veut dire que les hôtels deviennent aussi, dans cette idée de rassemblement et de lieu collectif, aussi une offre d'équipement. Alors évidemment, c'est pas au prix de la piscine municipale et c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Mais on est évidemment habitué à aller au restaurant, au bar, dans les hôtels. Maintenant, on va aussi au spa. Maintenant, on va aussi à la piscine. On peut avoir un abonnement à une salle de sport. Il y a des hôtels qui ont développé des boutiques à l'intérieur. Et tout ça, ça rejoint finalement des usages qui existaient dans les grands hôtels de début du siècle, mais qui étaient réservés à une catégorie de population un peu plus privilégiée. Aujourd'hui, on trouve ce genre d'espace dans des hôtels qui n'ont pas besoin d'être des palaces et qui sont assez répandus. Alors, demain, anticiper, c'est vraiment très compliqué en ce moment. Néanmoins, je pense que certains des usages qui avaient été imaginés pourraient se prolonger, pourraient être poussés un peu plus loin, et notamment la mixité programmatique, alors à l'intérieur de l'hôtel évidemment, et aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que le fait que dans tous les grands programmes immobiliers aujourd'hui, il y a souvent, non pas dans tous, mais dans beaucoup de programmes immobiliers aujourd'hui, les grands, il y a un hôtel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les espaces de l'hôtel, que ce soit les espaces sportifs, de restauration, de récréation dont je viens de parler, ils peuvent être mutualisés avec l'immeuble de bureau qui est à côté et l'immeuble de logement qui est à côté. Autre possibilité, le co-living. Le co-living, c'est quelque chose qui monte aujourd'hui. Donc l'idée d'avoir une chambre dans laquelle on habite et puis des espaces partagés, parce qu'on ne peut pas se payer cet espace à soi tout seul, finalement, c'est exactement le modèle de l'hôtel. Donc, possibilité d'évolution dans la ville, espace programmatique, lien avec le logement, lien avec les maisons de retraite ou l'habitat pour personnes, pas forcément. Alors, on n'est pas dans les EHPAD, on n'est même pas forcément dans les EHPAD pour personnes très âgées, mais imaginons que des personnes âgées aient envie de se regrouper parce qu'elles n'ont plus envie d'assurer elles-mêmes tout un tas de services que l'hôtel peut leur apporter. Ça peut être une solution aussi. Enfin, en tout cas, des espaces habitables dans une ville, a priori, on va savoir quoi en faire. Et après, évidemment, il y a une question économique, une question de volonté politique, etc. Mais il y avait déjà pas mal d'hôtels qui étaient menacés, parce que c'était en Ile-de-France en tout cas, parce que c'était des petits établissements
qui n'étaient pas aux normes et qui allaient être difficilement transmis de génération en génération. Donc il y avait une possibilité que ces établissements-là, s'ils n'étaient pas rachetés par des grandes chaînes, ferment peut-être après les JO. C'était quand même une date un peu symbolique. Aujourd'hui, ils vont peut-être être transformés beaucoup plus vite. Mais finalement, il y a beaucoup d'hôtels qui sont issus de la transformation d'immeubles de bureaux. Il y a beaucoup d'immeubles de bureaux qui sont issus de la transformation d'hôtels. Il y a des immeubles de logement qui sont aussi issus de la transformation d'hôtels. C'est peut-être un mouvement supplémentaire de la société ou de la ville qui va se faire jour et finalement transformer la ville, la reconstruire sur elle-même et montrer que ces espaces-là peuvent se transformer. C'est une catastrophe économique pour les hôteliers, mais finalement pour la ville, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. Merci. Merci beaucoup. Donc, eh bien, écoutez, vous avez parlé du passé, vous avez parlé de l'avenir. Et donc, je vais passer la parole à Jean-Philippe Nuel, qui, lui, va nous parler peut-être du passé, du présent et de l'avenir. Bonjour. J'espère. Alors, je voudrais dire que forcément, je vais revenir sur des choses qui ont déjà été évoquées. Pourquoi ? Parce que la crise, finalement, elle n'est qu'un catalyseur de beaucoup de choses qu'on a déjà senties, qu'on a pressenties. Et donc, forcément, revenir sur pas mal d'idées. Alors après, si on parle de l'hôtel d'après la crise, je voudrais éviter tout ce qui va toucher à l'hygiène. Bon, je dirais que ça va de pair. Il restera sûrement des choses. Mais si on se dit quel sera l'hôtel de l'après-crise, c'est intéressant de l'envisager à long terme et pas seulement sur le court terme avec des écrans, des surfaces qui seront nettoyables plus facilement. On peut dépasser, je pense, ce débat. À long terme, ce qui me semble intéressant, c'est que je pense fondamentalement, et malheureusement pour les hôteliers, malheureusement pour moi aussi qui fais beaucoup d'hôtels, les gens voyageront peut-être moins. Pourquoi ? Parce que dans le business, aujourd'hui, on est en train de prendre un virage avec de nouvelles technologies où on s'aperçoit qu'on peut faire de mieux en mieux des réunions à distance. Et les entreprises, en plus, elles s'aperçoivent que ça leur coûte moins cher. Donc, quand vous touchez au portefeuille d'une entreprise, elle va s'en souvenir, justement. Donc, peut-être déjà moins de voyages d'affaires. Ça, c'est le premier point. Et après, concernant le voyage loisir, on a parlé de l'empreinte carbone, de la honte de prendre l'avion. Ça aussi, je pense que ça va influencer sur le long terme le comportement de chacun. Là aussi, c'est peut-être pas un mal, parce que quand on voit les voyages de masse qui font perdre toute qualité au voyage, on peut nécessairement aussi s'interroger sur cette tendance. Donc, du coup, les hôteliers, nécessairement, ils auront l'obligation de se réinventer. Et ça aussi, ça a été abordé, c'est que finalement, dans l'hôtel, se trouve tout ce qu'il faut pour se réinventer. C'est un lieu... On met trop l'accent sur le lieu d'hébergement, mais on l'a dit, c'est des restaurants, c'est des lieux de travail, c'est des lieux de détente. Et en fait, c'est toutes ces fonctions annexes qu'il faut remettre en avant et les ouvrir à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, suivant finalement la taille de l'hôtel. On parlait de logement tout à l'heure, mais par exemple, les gens qui de plus en plus doivent télétravailler, pourquoi on s'aperçoit que c'est très dur de le faire dans son propre appartement parce qu'on manque de place, on n'est pas forcément bien équipé. Donc, il y a des immeubles d'habitation aujourd'hui qui font en pied d'immeuble, par exemple, des salles où les gens de l'immeuble peuvent se rassembler pour ne pas être isolés et aussi avoir l'équipement pour télétravailler. Donc, c'est pas possible dans tous les immeubles, mais finalement, l'hôtel qui est juste à côté va pouvoir permettre ce genre d'approche. Donc, finalement, la rénovation hôtelière, c'est peut-être ne plus voir l'hôtel en tant que produit unique, mais c'est de regarder un écosystème plus large qui est l'écosystème du quartier ou l'écosystème de la ville. Et on en revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire les synergies avec les entreprises. Moi, malheureusement, je n'ai pas juste un hôtel à côté de mon agence, mais je serais très content parce que finalement, je manque de salles de réunion et donc ça serait génial d'aller juste dans l'hôtel à côté pour faire les réunions. En sortant du boulot, je suis sûr qu'il y a
plein de collaborateurs qui aimeraient aller peut-être au spa ou au wellness de l'hôtel qui se trouve à côté. On parlait des piscines juste avant. Donc voilà, c'est raisonner peut-être sur un produit, non plus, encore une fois, à l'échelle de l'immeuble, mais à l'échelle globale, dans un écosystème élargi. Ça, je pense que c'est ça la rénovation fondamentale hôtelière. Après, j'avais fait une conférence avant et on m'avait dit « Ah, ça, c'était bien ce que vous aviez dit, c'était sur l'histoire aussi de réenchanter un peu le lieu ». Je pense que fondamentalement, et ça aussi c'est une évolution très globale et à long terme, moi je suis pour le consommer mieux et consommer moins. Et c'est valable dans plein de domaines et c'est valable aussi dans l'hôtellerie. C'est-à-dire d'avoir une hôtellerie finalement qui permette un séjour de qualité avec des prestations. Vous ne pourrez pas vous la payer tout le temps, mais quand vous vous la payez, vous vous faites vraiment plaisir. Quand vous voyagez, aussi aujourd'hui, on voit qu'il y a une dégradation du voyage, où vous voyagez dans des conditions qui sont mauvaises, vous arrivez dans des villes où vous faites la queue sans s'étendre pour visiter le moindre musée. Là récemment, on a fini un hôtel à Rome. J'ai trouvé que je connaissais bien Rome étant étudiant. C'était insupportable de voir 500 mètres de queue finalement devant les musées du Vatican et ça à 8 heures du matin. Donc finalement, où est le plaisir sur ce type de comportement? C'est valable pour la nourriture. Manger, il y a beaucoup aujourd'hui de gâchis dans la nourriture. Peut-être que là aussi, en mangeant mieux, en mangeant des produits de qualité, c'est un enjeu sociétal profond. On va me dire, ah ben ouais, vous êtes un peu utopique. Mais en fait, je ne crois pas, parce qu'on voit qu'il y a des secteurs qui ont réussi à faire cette mutation. Aujourd'hui, les gens boivent moins de vin, mais ils le boivent de meilleure qualité. C'est quantifiable. Donc voilà, il y a un enjeu global sociétal. Alors après, j'ai pris quelques hôtels pour illustrer le propos. Ça, c'est un hôtel à Paris qui s'appelle l'hôtel Codet. On est en réhabilitation. Si on parle aussi de développement durable, il y a effectivement de se dire... les plus gros hôtels, d'ailleurs, se font souvent dans des lieux en réhabilitation plutôt que dans des lieux neufs. Pourquoi? Parce qu'un lieu neuf, les contraintes aujourd'hui sont tellement énormes. Contraintes incendie, contraintes économiques, de sécurité, de contraintes de sécurité. Donc, en fait, ça fait des lieux qui sont souvent très stéréotypés. Et en fait, dans les bâtiments anciens, si j'arrive à passer, c'est de l'autre côté, voilà. En fait, dans les lieux dont ce n'était pas la destination première, vous apercevez que vous arrivez plus facilement à casser le code hôtelier. Et si on doit changer finalement l'approche hôtelière, je pense, tout à l'heure je parlais de casser le cadre, d'élargir le cadre pour accepter finalement des fonctions secondaires qui vont prendre toute leur importance, d'un point de vue architectural et d'un point de vue design, il faut aussi casser le code de l'hôtel. Et comme l'a fait Airbnb, mais ça a été son succès, c'est effectivement ne plus être un touriste avec marqué touriste sur le front, mais de vivre une vraie expérience en tant que finalement qu'habitant de la ville. Le rapport aussi au bien-être, ça fera partie aussi de l'hôtel de demain, puisque aujourd'hui, bien-être, développement durable, sécurité, tout ça, il faut savoir que dans l'imaginaire collectif, dans l'approche globale des gens, c'est quand même le même chemin qu'on va emprunter. Donc ça fait partie de cette approche. Les chambres, effectivement, ça a été à peine abordé, mais c'est vrai que les chambres, je pense que les chambres devront peut-être être plus grandes, mais finalement, l'hôtelier peut s'y retrouver parce qu'elles peuvent être multifonctionnelles. Pourquoi pas les louer, effectivement, comme des petites salles de réunion. Et moi, je ne crois pas du tout, je l'ai fait, hein, et c'est pour ça que je dis que j'y crois pas. Le lit qui se rabat, que d'un coup, ça vous dégage la chambre, et ainsi de suite. Ça existe, hein. Mais imaginez, même s'il y a le ménage qui est fait, on vous dit, ah ben attendez, 5 heures du soir, il y a une réunion dans votre chambre. Même si on ne vous le dit pas, quelque part, je ne sais pas, vous le sentez, ou c'est pas possible. Donc, en fait, il y a des programmes qui se font plutôt en résidence hôtelière, où par exemple, vous avez un petit salon qui s'ouvre d'un côté sur une chambre et de l'autre côté sur une autre. Du coup, vous pouvez moduler de façon extrêmement simple des chambres communicantes avec ce type d'espace.
Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que finalement, ce type d'espace, il peut servir pour une micro-réunion, mais il peut servir aussi pour une famille. C'est-à-dire que vous avez une espèce de convergence des usages et des réponses architecturales pour répondre aux usages. La famille, par exemple, le besoin, les hôtels ont mal répondu aux besoins des familles. Encore une fois, c'est le succès d'Airbnb. Et finalement, de se dire, tiens, je peux avoir une petite salle de réunion et en même temps une chambre d'hôtel qui répond à un besoin familial, par simplement des jeux de connexion d'espace, c'est tout à fait possible. Alors les hôteliers diront, mais non, vous prenez trop d'espace. Non, parce que, comme je le disais avant, finalement, vous aurez peut-être une meilleure rentabilisation des mètres carrés utilisés, parce que vous allez les louer finalement dans la journée, peut-être, et puis après. Bon, je vais me bats avec la télécommande. Voilà. Aussi, dans cette approche de la chambre réinventée et dans la façon de casser le code, c'est d'arriver dans une chambre d'hôtel et puis avoir l'impression que vous êtes vraiment dans une chambre, parce que le placard toujours à droite, le lit contre le mur, bon, forcément, les chaînes hôtelières, moi je travaille avec plein de chaînes, elles essayent de trouver une identité de marque, mais en fait, finalement, les contraintes font que les changements sont très faibles. Ici, on était en réhabilitation, tout d'un coup, on avait des chambres qui n'étaient pas grandes, mais qui bénéficiait d'une double hauteur. On a aménagé des mezzanines et tout le concept de cet hôtel, ça a été de dire, vous avez votre pied-à-terre à Paris, un petit pied-à-terre particulier. Donc, d'un seul coup, quand vous arrivez là, vous n'avez plus l'impression d'être dans une chambre d'hôtel. Donc, c'est ça qui est intéressant. La notion de bien-être qui ira toujours plus en avant. On parlait des piscines, des jardins, de l'ouverture sur l'extérieur des hôtels. Ça passe aussi par des salles de bain réinventées. Hein. Donc avec le spa qui vient en prolongement, et là aussi qui se rentabilise si tout d'un coup il est ouvert sur la ville et le quartier. Après j'ai pris aussi cet hôtel, bon, donc c'est l'Hôtel Dieu de Lyon, hein, qui est au bord du Rhône. Bon, c'est un projet assez pharaonique. Ici, il y a plusieurs éléments qui illustrent un peu le propos. C'est-à-dire que l'hôtel devient tellement important que la cohésion se fait non plus seulement avec le quartier, pas seulement, mais elle existe quand même, elle se fait aussi avec la ville, parce que finalement, sous le dôme, qui est un dôme de Soufflot, donc un bâtiment du 18e, en fait, c'est devenu un bar, et le bar est devenu un bar de la ville. Il est à l'échelle de la ville et pas à l'échelle de l'hôtel, et c'est devenu un lieu de rendez-vous pour la ville. Donc, il a atteint un peu ce statut. Néanmoins, la cohérence avec le quartier demeure, parce que cet hôpital, c'était un quartier entier. Et on a eu obligation finalement de conserver toutes les cours accessibles dans ce quartier. Et en fait, il y a un hôtel, mais il y a un centre de conférence, il y a des commerces, il y a des restaurants, il y a une centaine de commerces, des immeubles de bureaux et même un immeuble d'habitation. Et en fait, là, c'est exactement ce dont je parlais, c'est-à-dire de casser le cadre, d'ouvrir, de créer un écosystème où les fonctions vont se nourrir entre elles et finalement participer à l'animation du quartier et à l'animation de l'hôtel même lui-même. Et dans ce cadre, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'hôtel devient aussi la possibilité pour un touriste de rencontrer aussi la ville, de rencontrer les gens qui y habitent. Parce que si vous allez au bar ici, donc de l'Hôtel Dieu à Lyon, vous allez rencontrer énormément de Lyonnais, même si vous êtes simplement touriste et que vous habitez dans cet hôtel. Donc c'est finalement d'enrichir l'expérience qui est proposée par l'hôtel. Et puis on finira par la piscine Molitor. Alors j'ai choisi des projets que j'ai faits, pas pour la décoration d'ailleurs, hein. On est là pour parler plutôt en quoi ils sont novateurs. La piscine de Molitor, elle date déjà de quelques années, mais sa grande force, c'est d'abord d'avoir été une piscine. Donc elle a cassé le cadre obligatoirement à l'origine. Et aujourd'hui, en fait, d'être à la fois une piscine, d'être à la fois un hôtel, un club de sport, ça crée en fait une énergie qui est propre au lieu. Et si en fait l'hôtel doit s'intégrer à la ville, encore une fois, il ne doit plus être dans les codes purement hôteliers, et donc proposer un focus, proposer des aménagements, proposer des salles de fitness, des salles de réunion différentes qui permettront cette synergie globale, encore une fois, avec le quartier, la ville. Et aussi peut-être avec l'imaginaire, parce que on parle plus de sociologie, mais c'est vrai que l'hôtel, c'est aussi un lieu de rêve, c'est un lieu de dépaysement.
Et c'est ça que ça reste un objectif global. Merci. Merci beaucoup. Donc, en fait, ce que je retiens un petit peu de vos interventions, c'est aussi le mot hôtel de tourisme qui était utilisé depuis de nombreuses années, peut-être ne s'adapte plus vraiment à ce qu'est l'hôtel. Donc, par les différents usages, effectivement, que vous avez imaginés ou que vous pensez être le devenir de l'hôtel. Alors, on parlait d'hôtel de tourisme, mais on parlait aussi d'hôtel de voyageurs. Donc le tourisme, il peut être aussi national. On n'a pas non plus besoin forcément de passer les frontières. Puis ce qui est intéressant dans la sémantique, c'est que des hôtels, il y en a plein dans la ville. Il y a des hôtels Dieu, il y a des hôtels de police, il y a des hôtels des impôts, et puis il y a des hôtels. Ça pourrait être des hôtels d'habitation, ça pourrait être des hôtels de bureaux, ça peut être... Voilà, des hôtels urbains, c'est peut-être vers ce terme-là qu'il faut se diriger. Olivier ? Oui, donc je voulais préciser tout à l'heure ce que j'ai oublié quand j'ai donné les chiffres. Effectivement, comme le rappelait Jean-Philippe Nuel, la clientèle de l'hôtellerie à Paris est à moitié française, moitié étrangère, et moitié clientèle d'affaires, moitié clientèle de loisirs. Et puisque tu parles de l'hôtel de tourisme, je voulais vous lire la définition de cet hôtel suivant le Code du tourisme. Donc c'est l'article D311-4 du Code du tourisme. L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Donc ça laisse quand même un spectre assez large d'utilisation et d'usage. Pardon, mais je crois que ça fait longtemps qu'on faisait hôtel de tourisme un peu par opposition à l'hôtel business. Mais en fait, ça fait longtemps que ce cadrage n'existe plus vraiment, quoi. C'est qu'aujourd'hui, il y a une technologie qui est nomade. C'est ça qui est le fondement de toutes ces évolutions aussi. C'est que donc, le cloisonnement entre le lieu de travail, le lieu de détente, la période de travail, la période de détente, tout ça est cassé. Donc, en fait, l'hôtel, le meilleur hôtel, c'est celui qui casse ce code aussi. Parce que si vous faites... il y a eu des hôtels, il y a quelques années, vous rentriez dans votre chambre, vous avez l'impression de rentrer dans le bureau que vous veniez de quitter, sous prétexte que c'était un hôtel business, personne n'en voulait et a raison. Alors j'ai une question justement par rapport à la multiplicité des usages de l'hôtel. Est-ce que si l'hôtel devient comme chez soi, il ne va pas perdre sa mythique réputation de lieu de rupture du quotidien cultivant l'extraordinaire ? Qui veut répondre ? Ouais, moi, je ne pense pas qu'il faut que l'hôtel devienne comme chez soi. Là, il y avait une chaîne d'hôtellerie, je crois que c'est Holiday Inn, qui avait pour slogan la surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Et cette standardisation qui faisait que d'un bout à l'autre du monde, on arrivait dans la même chambre avec le lit à la même place, la même peinture sur les murs, le même mobilier, etc. C'était peut-être très pratique pour des voyages d'affaires et puis surtout très pratique pour des hôteliers qui développaient le même modèle dans le monde entier et qui mutualisaient leurs coûts. C'était quand même une question économique avant tout. Mais c'est ce qui a aussi créé la perte d'une certaine catégorie d'hôtels et la naissance de ce qu'on a appelé les boutiques hôtels, qui étaient justement beaucoup plus liés au contexte urbain dans lequel ils se développaient, la ville où ils étaient, et puis tout ça, après, on est allé vers ce qu'on a appelé l'expérience. Alors, l'expérience dining, l'expérience fooding, l'expérience hoteling ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup de marketing là-dedans, mais il y a quand même l'idée que non, il faut justement arriver dans un endroit un peu extraordinaire. Et quel que soit l'usage qu'on en fait, qu'il soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc., l'idée, c'est pas de se retrouver chez soi, je crois pas. Alors, il nous reste 2 petites minutes. Qui veut intervenir encore ? Juste sur l'hôtel comme chez soi, moi je trouve que c'est un concept qui est intéressant, mais qui n'est pas la standardisation. Parce que heureusement, le chez-soi on espère que le chez-soi de Paris n'est pas le chez-soi de la Côte d'Azur et ainsi de suite. Donc d'ailleurs, pour moi, l'hôtel, c'est aussi une porte ouverte sur une culture, sur une ville, sur un lieu. Le chez-soi, il est intéressant si il casse aussi le code, comme je le disais tout à l'heure. Et si on fait allusion au chez-soi, c'est un chez-soi qui est sublimé, parce qu'autrement, ça serait vraiment ennuyant. Donc, why not comme chez soi, mais sous certaines conditions. Voilà. Un tout dernier mot.
il y a toujours eu deux pistes, en fait, soit l'hôtel comme chez soi, soit aussi plus récemment l'hôtel où on trouve ce qu'on n'a pas chez soi. Et ça, des architectes ont réfléchi à ce concept, où on a vu des hôtels aussi où on pouvait y avoir des cinémas, des home cinémas intérieurs, des choses comme ça, ou éventuellement même des studios d'enregistrement, tout un tas de choses qu'on n'aurait pas chez soi, et à voir si les hôteliers sont prêts à suivre dans cette voie et jusqu'où. Un tout dernier mot? Juste sur l'innovation, en fait, chez soi, on a aussi de plus en plus de choses. Donc, ça devient un obstacle supplémentaire pour les hôteliers et une difficulté à se réinventer. Il faut qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils aient beaucoup d'audace et qu'ils inventent. Non, moi j'ai quand même confiance sur l'hôtel de demain, sur justement cette capacité à faire rêver, à transporter, d'être, comme je le disais, une porte ouverte sur des cultures, sur des lieux. Moi j'aime bien comparer l'hôtel au cinéma. Rentrer dans un hôtel, c'est mythique, c'est les premiers plans d'un film. Si d'un seul coup vous êtes absorbé par une ambiance, finalement le plaisir de votre séjour dans un lieu, dans une ville, dans un pays va être décuplé. Et c'est ça, ça restera l'ambition peut-être de l'hôtel. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour disons, ces présentations et qui nous font rêver effectivement, malgré cette situation. Merci.